Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de FO depuis à peu près un mois et demi. C'est ça. Et depuis un mois et demi, le contexte syndical a quand même beaucoup changé. Je veux parler, il y a eu des déclarations ou des événements. Tenez celui-là, la CGT qui a manifesté avec un parti politique, en l'occurrence la France Insoumise. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour les syndicats qui cherchent un petit peu à se positionner aujourd'hui ? Moi, je ne juge pas le fonctionnement, nous ne jugeons pas le fonctionnement ou les choix qui ont été faits par les autres organisations syndicales. Nous avons notre position, j'allais dire de façon historique, c'est-à-dire être un syndicat, rien qu'un syndicat. Donc et jamais de défilé avec des organisations politiques. Non, puisque en l'occurrence, vous savez même que Force ouvrière s'est créée sous l'indépendance, au titre de l'indépendance, et notamment par rapport aux partis politiques. Donc nous faisons le choix, par contre, de nous voir beaucoup entre organisations syndicales. Ouais. Aujourd'hui, les 5 confédérations discutent, échangent, mais aussi, d'une manière générale, les 8 organisations syndicales plus les 4 de jeunesse se voient, échangent et ont prévu de se voir prochainement. De construire quelque chose. Absolument, sur le plan interprofessionnel. Second événement, enfin en tout cas second fait notable, Laurent Berger, lors de son congrès à Rennes, là où il vient d'être réélu, a déclaré le syndicalisme est mortel. Vous êtes d'accord ? Oui, enfin, toute organisation est mortelle, mais d'abord, le syndicalisme, on n'a pas les syndicats, le syndicalisme. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le syndicalisme, c'est quoi ? C'est avant tout des femmes et des hommes qui se regroupent au sein d'un collectif pour plus de progrès social, pour défendre leurs collègues, pour revendiquer, pour avoir des meilleurs droits, des meilleurs salaires. Donc, globalement, à partir du moment où il y aura des femmes et des hommes, il y aura un syndicalisme. Ce qu'il faut surveiller, c'est qu'il y ait un syndicalisme qui soit libre et indépendant, et efficace, non un syndicalisme qui soit organisé. Libre, indépendant, mais efficace. Mais le syndicalisme français est extraordinairement efficace. Avec 93% de travailleurs couverts par une convention collective ou par un statut, je vous prie de me croire quand vous êtes à l'intérieur. Mais justement, à choisir 93% de travailleurs couverts par une convention collective ou par un statut, avoir le fait que n'importe quel salarié bénéficie de l'accord signé par les organisations syndicales, même s'il n'est pas adhérent à une organisation syndicale, et imposer le fait que pour avoir un droit, il faille se syndiquer, je préfère notre système républicain et la logique d'universalité de l'accord. Dans les outils à la disposition des syndicats, vous disiez, on discute entre nous, on essaie de monter des actions, il y a évidemment la grève. Oui, il n'y a pas que ça. Les manifestations, dans les outils, il n'y a pas que ça, bien sûr. C'est toujours un bon moyen. Je veux dire, on voit la SNCF aujourd'hui, 28 jours de grève, plus qu'en 1995. Quel est le bilan ? Le bilan, c'est que d'abord, ils ont pesé sur un certain nombre de petits sujets qui ne se voient pas forcément. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ils ont obligé l'État à se positionner, y compris sur des questions fondamentales comme la reprise de la dette. Et surtout demain, quand la négociation va devoir s'ouvrir, parce qu'il faudra bien qu'enfin on accepte d'ouvrir la négociation. Sur une convention collective pour l'ensemble du secteur, pas seulement pour la SNCF. C'est bien beau de leur détruire le statut. Maintenant, le gouvernement, une fois qu'il leur a détruit le statut, il leur dit maintenant débrouillez-vous tout seul pour essayer de négocier une convention collective. Donc ils ont obtenu des choses. Ils ont déjà obtenu des choses et ils vont poursuivre. Ils vont négocier, ils vont continuer à peser pour essayer de maintenir le maximum de leurs droits et voire même d'en gagner de nouveaux. Nous, la solution que nous avions proposée, que le gouvernement a refusée, malheureusement de façon idéologique, c'était de dire on prend un mois. On prend un mois pourquoi ? Pour négocier et pour négocier l'extension du statut. Vous proposiez de mettre entre parenthèses le projet. C'est pas toujours très simple. Je ne me demande pas de mettre en parenthèse ou geler quoi que ce soit. On prend un mois. Je dis un moratoire sur le texte parlementaire pour négocier. Pour négocier quoi ? L'extension du statut, non pas la suppression dogmatique du statut, mais l'extension du statut dans le cadre de la mise en concurrence imposée. Ça nous a été refusé, mais franchement, c'est un non-sens absolu, parce qu'aujourd'hui, imaginez demain que le patronat de la filière, le patronat de la branche, refuse de négocier une convention collective qui soit de niveau correct. Qu'est-ce que va faire l'État ? Il va dire « Ah bah c'est ballot, j'aurais bien aimé quand même que vous ayez un minimum de droits. » Il coiffera les partenaires sociaux. Il va faire... Non, c'est un grand classique. Il va faire comme il fait d'habitude, en l'occurrence pour ce gouvernement-là, il détruit, mais il ne propose rien de manière alternative. Il ne propose rien sur le plan de la sécurisation. Par contre, pour détruire les droits collectifs, là, par contre, il est au rendez-vous. Donc vous dites, contre toute attente, en tout cas, ce n'est pas la perception qu'en a, par exemple, l'opinion publique en général, qui ne soutient toujours pas les grévistes. Vous dites aujourd'hui, la grève à la SNCF, vous n'êtes pas un des syndicats les plus importants là-bas, mais vous dites aujourd'hui... Non, on est tout juste représentatif dans la branche, mais on est représentatif dans la branche. Et de toute façon, et vous dites, c'est une grève qui a marché.
Oui, et la question de y compris sur, j'allais dire, l'innovation en matière de méthode, c'est-à-dire sur une logique de grève. Une grève qui embête les gens et dont on ne parle plus finalement. Oui, enfin, vous savez, les premiers qui sont embêtés par la grève, c'est ceux qui la font. Parce que tous les jours, ils donnent une journée de salaire. Donc personne ne fait grève par plaisir. Et effectivement, il eût été beaucoup plus facile d'accepter de négocier parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. 14% de grévistes. C'est ça un succès dans la grève? Oui, mais c'est pareil. On utilise là, en l'occurrence, on utilise là ce chiffre est réel. Oui, mais il est ce qu'il peut être au bout de plus d'un mois et demi de mobilisation, où effectivement, il est très difficile de continuer au niveau du mouvement. C'est aussi pour ça que nous, par rapport à votre question d'origine, de démarrage, c'est pour ça que nous aussi, nous mettons en place un groupe de travail qui réfléchit potentiellement à aussi d'autres moyens d'action plus innovants, qui seraient en parallèle de ce qui se fait de façon plus traditionnelle, en l'occurrence, par exemple, d'autres formes de grève ou de manifestation. La manifestation, la grève. Mais vous disiez il y a quelques jours sur Radio Classique, une question de Guillaume Durand, par principe, je soutiens toujours les camarades en lutte. Ah oui. Sans savoir si, par exemple, non pas la cause est juste, mais si les demandes ont la moindre chance d'aboutir, par principe, vous soutenez. Mais d'abord, si un syndicat Force ouvrière est dans l'action et dans le mouvement, pensez bien que la Confédération, au-delà même de ses statuts, par principe, bien évidemment, et son secrétaire général en premier, soutiendra ses camarades. C'est une évidence. Mais après, de manière générale, il est logique que nous défendions, c'est le cas par exemple à l'international, il est logique que nous défendions les travailleurs qui sont en train de défendre leurs droits, leurs conditions de travail, leur salaire, leur rémunération, leur convention collective ou leur statut. Sur le principe même de défendre des femmes et des hommes qui sont en train de se mobiliser, non pas dans le contexte actuel, pour obtenir des droits nouveaux, mais pour éviter qu'on leur retire les droits qu'ils ont aujourd'hui. C'est quand même cohérent de la part d'une organisation syndicale d'avoir des principes, ça c'est sûr. De les défendre, oui. Nous avons des principes, mais nous avons aussi des valeurs. Il ne suffit pas d'avoir une idéologie, par exemple celle d'individualiser, celle de casser les droits collectifs. Ça, c'est une vision. Mais une vision sans valeur, effectivement, on s'envole et on se retrouve à des années-lumière de la Terre. Vous avez été élu sur une ligne réputée plus dure que celle de votre prédécesseur. Que ce soit vrai ou pas, ma question est est-ce que par exemple, vous avez rencontré le président de la République? Non, je n'ai pas rencontré. Vous l'avez demandé? Non. Non, c'est pas à moi de demander à rencontrer le président de la République. Vous pourriez, vous savez, dans notre République, nous discutons, négocier n'est pas le bon mot, alors nous concertons avec le gouvernement et donc avec le Premier ministre. Mais le fait d'avoir un contact avec le chef de l'État, on sait bien dans l'organisation du pouvoir actuel que nous avons des rendez-vous et des contacts à l'Élysée avec les conseillers du président de la République. Si demain le président de la République souhaite me rencontrer, et vous ne le demandez pas? Je ne l'ai pas demandé et nous ne sentons pas la voyez nécessité à quoi je de fais le référence. Laurent Berger a été reçu par le président de la République. Il semble que c'était important pour lui de revenir dans une discussion, dans un rapport. Pour lui ou pour la CFDT, je ne sais pas. Comment? Pour lui ou la CFDT. Bon, mais pour vous, non, ça n'est pas un sujet. Encore une fois, si le président de la République souhaite me rencontrer, il est évident que j'annulerai mes rendez-vous pour me rendre à l'Élysée et rencontrer le président de la République, bien évidemment. Mais sur la demande, je réponds à votre question, ça fait 5 semaines que je suis élu, je n'ai pas demandé à être reçu par le président de la République, c'est lui qui décide. Est-ce que le FO aujourd'hui doit être plus dans la confrontation ou dans une tentative de construction ou de co-construction avec, par exemple, le gouvernement? Force ouvrière, là-dessus, n'a pas changé. Si vous prenez notre résolution générale, c'est-à-dire notre feuille de route qui est votée à plus de 99%, vous trouverez plein d'éléments qui sont des éléments de proposition et de construction. Donc nous restons dans la proposition, dans la demande de négocier, dans la demande de discuter, et nous proposons des choses de façon constructive. Après, on a pris la ligne de dire que chaque fois que le gouvernement impose quelque chose, nous essaierons, si nous ne sommes pas d'accord, de proposer une contre-proposition. Si on peut le faire, si ce n'est pas une ligne rouge totalement franchie. Après, si la ligne rouge est franchie et que nous ne pouvons rien accompagner, nous rentrons dans la contestation, nous expliquons pourquoi, et éventuellement nous rappelons pourquoi nous proposons d'autres éléments. Est-ce qu'il y a trop d'aide en France, aide sociale? Ah non, il n'y a pas trop d'aide en France. Un trop grand nombre d'aides sociales? Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est ni le montant, ni le nombre d'aides. Mais peut-être leur efficacité? Mais le sujet, il est comme le service public, qu'on ait une expression des besoins. Quels sont aujourd'hui les besoins publics en matière d'aide sociale, comme les besoins publics collectifs en matière de services publics, et que sur la base de ce diagnostic, qui n'est jamais réalisé par aucun gouvernement, pas par celui-là comme les autres. Les chiffres de pauvreté, les chiffres de chômage. Ils explosent. Bah oui. Mais donc ça veut dire que alors que la France est un des pays qui consacre le plus de sa richesse
aux aides sociales, la pauvreté explose, mais comme vous dites, et donc c'est inefficace, ça on le sait, on a un thermomètre. Non, il n'est pas inefficace pour celles et ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire qu'on peut inverser la question globalement, en se disant que si justement la France n'avait pas ce niveau d'aide sociale ou d'aide publique, nous serions comme dans d'autres pays avec des inégalités encore plus larges, avec un taux de pauvreté encore plus fort, avec moins de protection collective. Donc on touche à rien. Donc c'est absolument pas ce que je vous dis. Nous disons depuis le début, on part de l'expression des besoins et ensuite on regarde les missions ou le niveau des aides qu'il faut soit adapter, soit créer, soit corriger. Et sur cette base-là, ensuite, le Parlement et l'exécutif font leur choix. Mais, excusez-moi, mais c'est fondamental. À chaque fois, dans toutes les réformes type service public, aide sociale, on a toujours la phase du besoin public et du diagnostic qui est chintée, et uniquement pour faire des économies. On nous explique dogmatiquement, bien sûr, ils ne sont pas efficaces, et donc on va les réduire et on va les raboter. Ils ne sont pas efficaces. Oui, mais ils ne sont pas efficaces. Alors, ils ne sont peut-être pas suffisamment efficaces, mais ils le sont bien plus si vous comparez à d'autres pays. Vous savez, en France, prenons un chiffre très rapide, pour 1000 habitants, comparé aux autres pays, pour une même mission publique, vous avez 125 agents publics pour réaliser cette mission en France, 126 en Allemagne, 135 aux États-Unis et c'est de l'ordre de 180 en Suède. Donc on est beaucoup plus efficace et même beaucoup plus efficient que nos voisins ou que les autres pays mondiaux pour la même mission publique, pour le même exercice ramené à 1000 habitants. Et ben donc on aura appris grâce à vous que la France est un pays suradministré mais avec une efficacité absolue. Elle est sous-administrée par rapport à ses voisins et elle est beaucoup plus efficace grâce aux 5,4 millions de femmes et d'hommes qui sont ces engagés ordinaires et nos héros du quotidien. Merci Pascal Pavallo. Merci à vous.